L'histoire de Urbain René de Hercé, évêque de Dol de Bretagne. Chapitre numéro 1, Enfance et études. Urbain René de Hercé est né le 2 février 1726 à Mayenne. Il est le cinquième enfant de Jean de Hercé et de Françoise d'Ancre. Il commence ses études à Mayenne et au collège Sainte-Barbe, puis à la Sorbonne pendant 9 ans. Chapitre numéro 2, Ministère de prêtre. En 1751, à l'âge de 25 ans, il rentre à Mayenne, prêtre, licencié en droit et docteur en théologie. Le 8 août 1754, Monseigneur Pierre Mauclerc de la Musenchère, évêque de Nantes, l'appelle comme grand vicaire. Le 5 juillet 1767, alors qu'il est âgé de 41 ans, il est consacré évêque de Dol de Bretagne. Il choisit comme grand vicaire son frère François de Hercé. Le 22 février 1787, il fut appelé dans l'hôtel des menus plaisirs de Versailles, pour faire partie de l'Assemblée des notables. Dès lors la Révolution s'avançait menaçante. Le rappel des protestants avait causé aux amis de la religion les plus vives inquiétudes. Monsieur de Hercé, chargé de haranguer le roi, crut devoir profiter de cette occasion précieuse pour lui peindre les maux de l'État et les alarmes de l'Église. Il le fit avec énergie, mais la vérité est rarement accueillie dans les cours. Le courage de l'évêque de Dol déplut à Louis XVI, il l'exila dans son diocèse, ce qui fut pour le prélat une peine bien douce et de courte durée, car le roi le rappela bientôt à Paris. Les événements ne tardèrent pas à justifier le langage austère qu'il avait tenu au Monat. Chapitre numéro 3, La Révolution du 14 juillet 1789. Urbain René de Hercé ne fut pas élu en 1789 pour représenter le clergé à l'Assemblée nationale. Dès le début de la Révolution, il en pressentit les dangers. Le 12 juillet 1790, la Première République met en place la Constitution civile du clergé. Cette loi signifie que le personnel et les biens de l'Église sont gérés directement par le gouvernement républicain. Pour les prêtres, évêques et tous les membres du clergé, il existera 3 cas de figure. Première solution, signature de la Constitution civile du clergé. Ils deviennent des prêtres assermentés. Deuxième solution, refus de signer la constitution civile du clergé. Ils deviennent des prêtres réfractaires et risquent d'être guillotinés. Troisième solution, refus de signer la constitution civile du clergé. Ils deviennent des prêtres réfractaires et pour échapper à la mort, ils fuient la France et deviennent des émigrés. Du 18 au 25 avril 1790 pour la retraite ecclésiastique, il donna les avis que lui inspirait la prévision d'une persécution prochaine, du fait de la constitution civile du clergé. En juin 1790, l'avenir va lui donner malheureusement raison, son évêché est supprimé, il fut le dernier évêque de Dol. Il fut contraint de se retirer au château des Ormes, puis au séminaire. Le 8 février 1791, Urbain René de Hercé ne signe pas la constitution civile du clergé. Il est cité devant l'Assemblée nationale constituante, comme réfractaire au décret de l'Assemblée et perturbateur de l'ordre public. Le 23 mars 1791 sur l'arrêt du Directoire, il se retire à Mayenne, avec son frère François et Michel Toumain des Vaucons. En mars 1792 il se retire à la Bas-Meigné, puis avec son frère à Laval. Le 15 octobre 1792, il est interné au Cordelier comme tous les prêtres, sans aucun égard pour son caractère et pour l'état de sa santé. Par la suite, il s'embarqua à Saint-Malo pour l'Angleterre. Il devient un émigré. Chapitre numéro 4, Les émigrés. Les émigrés sont des Français qui fuient le pays pendant la période de la Première République et le début de la Terreur. Les émigrés viennent de tous les milieux sociaux.
artisans, commerçants ou encore un bon nombre de paysans dont les opinions connues mettent leur jour en danger. Dans ses mémoires, Chateaubriand décrit d'un côté cet assemblage confus d'hommes faits, de vieillards descendus de leur colombier, de vieux gentilshommes, habits déchirés, se traînant avec un bâton et soutenus sous les bras par un de leurs fils, quand l'état-major vivait, lui, dans l'opulence. Le 21 janvier 1793, le roi Louis XVI est guillotiné par les républicains. Le 3 mars 1793, la population de Vendée se soulève. Elle s'organise et devient la Vendée militaire, pour arrêter la terreur de la Première République. Le 16 octobre 1793, la reine Marie-Antoinette est guillotinée par les républicains. À partir du 31 mai 1793, sous la Première République, la terreur entreprend, de façon organisée, une vaste entreprise de déchristianisation. Tous les prêtres sont persécutés, exécutés ou déportés. Toute activité religieuse est devenue interdite. À partir de 1794, le républicain Robespierre instaure le culte de la raison et de l'être suprême, afin de garder une référence spirituelle, qu'il juge indispensable à la moralité du peuple. Dans le même temps se développe la théophilanthropie, culte philosophique nouveau. Chapitre numéro 5, les émigrés s'organisent. Le 25 janvier 1794, Urbain René de Hercé recevait de Rome l'ordre d'agir. Le marquis de Drainay avait fait une demande pour donner à Urbain René de Hercé les pouvoirs de vicaire apostolique et de grand aumônier de l'armée, afin de préparer un débarquement en Bretagne, dans le Morbihan. Sur l'invitation du comte de Puisaye, il écrivit une lettre pastorale aux fidèles de Bretagne. Datée du 1er janvier 1795, elle fut publiée à 2000 exemplaires. Durant ces événements, la France est sous le régime de la Première République, plus précisément, le Directoire qui a lieu du 26 octobre 1795 au 9 novembre 1799. Chapitre numéro 6, du 23 juin au 21 juillet 1795. Expédition de Quiberon. Les chefs des émigrés vont débarquer, avec environ 5500 hommes, divisés en deux groupes. Le 16 juin 1795, départ du premier groupe de Southampton en Angleterre. Ce premier groupe est constitué d'environ 3500 personnes. Le lieutenant général Joseph de Puisaye. Le régiment d'Hervilly, ancien Royal Louis, 1238 soldats, 80 officiers. Le régiment d'Hector ou Marine Royale, 700 hommes. Le régiment du Drainay ou du Léon, 600 hommes. Le Royal Artillerie ou Rotalier, 600 hommes, 10 canons. Le Loyal Émigrant, 250 hommes. Urbain René de Hercé, avec 40 prêtres. Sur place, les chefs des Chouans, avec environ 5000 hommes, vont participer au débarquement. Le lieutenant général, Georges Cadoudal, chef de l'armée catholique et royale du Morbihan. Le maréchal de camp, Vincent de Tinténiac. Le maréchal de camp, Jacques le Prestre de Vauban. Face à eux, le chef de l'armée républicaine, le général Lazaroche, disposait de plus de 15 000 hommes. Les effectifs, dans chaque camp, sont donc les suivants. 10 500 Chouans et émigrés, contre 15 000 soldats de l'armée républicaine. Le 28 juin 1795, le débarquement a lieu sur la plage de Legenèse, à Carnac.
Chapitre numéro 7, l'objectif de cette mission. L'objectif de cette expédition est de faire tomber la République et de restaurer la monarchie. Il souhaite aussi délivrer l'héritier du trône de France, Louis XVII. Louis XVII est le fils du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette, qui ont été guillotinés. C'est un orphelin, âgé de 10 ans, qui est emprisonné depuis 3 ans, par les républicains, dans la tour du Temple. Le 28 juin 1795, Urbain René de Hercé, accompagné de 40 prêtres, donne une messe à Carnac, car le petit Louis XVII est mort, le 8 juin 1795, à l'âge de 10 ans, dans la prison de la Tour du Temple. Le lieu de cette messe porte actuellement le nom de la Croix des émigrés. Chapitre numéro 8, les combats. Début juillet 1795, départ du deuxième groupe de Hollande. C'est la division de Charles-Eugène Gabriel de Viraud de Sombreuil, avec environ 2000 hommes. Pendant ce temps, à Quiberon, le comte d'Hervilly est mortellement blessé. Le comte de Puisaye, quant à lui, devait s'empresser de rembarquer sur un bateau anglais, en même temps que les émigrés et les chouans. Chapitre numéro 9, mission suicide de la division de Sombreuil. Le 16 juillet 1795, arrivée de la division de Sombreuil sur le bateau Discovery. Avant de s'enfuir devant l'ennemi, le comte de Puisaye, ayant prévu la catastrophe, s'empresse de transmettre le commandement au comte de Sombreuil qui assumera une mission de sacrifice. Il va devoir mettre sa division fraîchement débarquée au service des émigrés et des chouans, bloqués sur la presqu'île comme dans une souricière. Les royalistes étaient gravement menacés par l'artillerie républicaine du fort de Penthièvre, que les troupes de Hoche avaient réussi à investir dans la nuit du 20 juillet, grâce à la trahison des ex-républicains ralliés. Ce fort verrouillait la presqu'île et interdisait toute retraite des armées du comte de Puisaye par voie de terre. Seule restait la voie maritime. Une partie seulement des royalistes sont parvenus à rembarquer sur les vaisseaux britanniques sous la mitraille des républicains. On propose à Urbain René de Hercé de monter sur un bateau. Il répond: ne gênons point le rembarquement, allons où le devoir nous appelle. Le comte Charles-Eugène Gabriel de Viraud de Sombreuil, héros de Quiberon. Dernier défenseur des Blancs devant les Bleus, le comte de Sombreuil a donc capitulé devant le général Hoche sur la plage de Porigot à Port-Alliguen à Quiberon, à la condition formelle que ses soldats soient épargnés, traités en prisonniers de guerre et que lui seul subisse les conséquences de la tragédie. Le général Hoche donna théoriquement une suite favorable à sa demande et fit en sorte que la vie des émigrés faits prisonniers soit épargnée. Mais les commissaires républicains du Directoire n'ont pas respecté la parole du général Hoche. Leur jugement engendrera les exécutions de 750 personnes. Une personne fusillée à Port-Louis. « 168 personnes fusillées à Quiberon. 223 personnes fusillées à Brec, au champ des Martyrs.
358 personnes, fusillées, à Vannes, à la pointe des émigrés. Chapitre numéro 10, Jugement. Fait prisonnier, et conduit à pied, à Auray. Le 27 juillet 1795, Urbain René de Hercé et le comte de Sombreuil paraissent devant la commission Barbaron, qui les condamne à mort. Soit 16 condamnations à mort lors de ce jugement. Le soir même, ils furent transportés, en charrette, à la prison de Vannes. Vers minuit, ils arrivèrent, et furent internés dans les tours de la porte-prison. Avant de mourir, ils voulurent laisser un témoignage de leur fidélité inébranlable aux deux grandes causes, pour lesquelles ils allaient donner leur vie. Sur l'un des murs de la prison, le général royaliste traça ces mots: Charles de Sombreuil, toujours fidèle à Dieu et au roi, a couché dans ce cachot, d'où il ne va sortir que pour marcher à la mort. Monseigneur de Hercé exprima, au-dessous, sa résignation et son espérance en Dieu. Le directoire du Morbihan prévint le chef d'état-major de la 9e division que les condamnés seraient fusillés et non guillotinés. Chapitre numéro 11, Les martyrs de la Garenne. Le 28 juillet 1795, à 10 heures, on leur lia les mains derrière le dos, puis, entre deux colonnes de soldats, on les dirigea vers la Garenne, qui avait été choisie pour être le lieu du supplice. Quand les 16 condamnés arrivèrent, on les aligna, le long d'un mur, à quelques mètres de l'escalier qui donne accès à la promenade. Monseigneur de Hercé demanda à être découvert, afin de prononcer, tête nue, les dernières prières. Un soldat s'avança pour répondre à son désir. Sombreuil lui barra la route, en lui disant: Tu n'en es pas digne. Alors, avec les dents, le général royaliste enleva le chapeau du Saint-Évêque. Puis, on voulut lui bander les yeux, mais il refusa. « J'ai l'habitude de regarder l'ennemi en face », s'écria-t-il. Ils furent placés ainsi. Urbain René de Hercé entre. Son frère, le chanoine François de Hercé, 62 ans. Et le comte Charles-Eugène Gabriel de Viraud de Sombreuil, 25 ans. On fit mettre à genoux les condamnés. Sombreuil refusa encore, mais sur les insistances de Monseigneur de Hercé, il s'exécuta. « Soit, dit-il, je mets un genou à terre pour Dieu et l'autre pour le roi. » Au premier feu de peloton, tous tombèrent, sauf Sombreuil. Il fallut une seconde décharge pour abattre le vaillant général royaliste. Lorsque les malheureuses victimes furent à terre, leurs exécuteurs se précipitèrent sur elles, pour les dépouiller de leurs vêtements, et aller les vendre chez les fripiers de la ville. Jusqu'à 1h de l'après-midi, les cadavres furent abandonnés, dénudés, baignés dans le sang. Puis, sans le moindre égard, on les traîna jusqu'au cimetière, situé derrière l'église de Saint-Paterne, où ils furent jetés pêle-mêle, dans une fosse commune. La monarchie est restaurée, en France, le 6 avril 1814 avec le retour de Louis XVIII. La France va enfin vivre un apaisement et la fin des combats. Le 7 novembre 1814, sont exhumés les ossements. Ils seront déposés à la cathédrale Saint-Pierre de Vannes.